Voilà, alors j'appelle Janice. Je ne retrouve plus mes notes, ça commence bien. Janice Mavris de Suisse Info, Stéphane Schmitt de St. Galler Tagblatt et Richard Verly du Temps. Messieurs, prenez place. Bonjour. Voilà. Alors après ce magnifique discours de Pascal Couchepin, que je remercie personnellement parce que ça fait plaisir d'avoir cette perspective historique, on va en aborder une autre. C'est comment parler d'Europe et pas seulement comment parler des bilatérales ou des relations Suisse-Europe. C'est vrai que voilà, cette semaine, j'étais à l'Europa Forum de Luzerne et finalement, on voit dans les discussions que parfois les gens manquent d'informations sur l'Europe. Alors on peut dire de manière un peu stupide, c'est évidemment de la faute aux journalistes. Mais voilà, la presse fait une partie du travail d'information. Et en Suisse, on parle beaucoup des relations suisses entre la Suisse et l'Union européenne. On a beaucoup parlé du feuilleton des bilatérales. Franchement, on n'en pouvait plus de ce feuilleton. Mais on ne parle pas toujours beaucoup de ce qui se passe dans l'Union européenne quand ça ne concerne pas la Suisse. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir trois confrères. On va faire quelque chose d'assez osé, mais de très suisse. Chacun va parler sa langue. Alors, on n'a pas invité de collègues tessinois. Mi dispiace, non c'è un ticinese, ma forse più tardi nella giornata parleremo anche un po' in italiano. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais demander à ces messieurs de me dire un peu quelles sont les forces rédactionnelles à disposition dans leurs médias pour s'occuper des relations Suisse-Europe et de l'Europe en général. Alors, on va commencer par le rédacteur en chef quand même, Stéphane Schmitt du St. Galler Tagblatt. Combien de journalistes travaillent sur le dossier européen dans votre rédaction? Hallo, sehr gut. Guten Tag, bienvenue. Danke für die Frage, Chantal Tox. Ja, unser Brüssel-Korrespondent ist auch hier, der steht dort hinten an der Bar, trinkt einen Kaffee, Remo Hess, oder er hat sich jetzt hingesetzt, dort ist er. Ich vertrete das St. Galler Tagblatt, also eine Regionalzeitung. Wir sind aber zusammengeschlossen mit CH Media und sind in 13 Kantonen die größte Zeitung. Aargauer Zeitung, Luzerner Zeitung gehört hier auch dazu. Also wir sind nicht die NZZ, wir sind klassische Schweizer Regionalzeitungen, die in den Kantonen verankert sind. Und wir leisten uns einen eigenen Brüssel-Korrespondenten. Ich habe mich immer sehr dafür eingesetzt, dass es ihn gibt. Und ich bin sehr froh darüber, weil er natürlich wirklich vor Ort berichten kann und uns gute Einblicke gibt. Darüber hinaus haben wir in der Bundeshausredaktion in Bern mehrere Leute, die sich mit der Beziehung zwischen der Schweiz und der EU befassen. Wenn es nur um europäische Themen geht, und das hast du vorhin erwähnt, dann ist Remo Hess, unser Mann in Brüssel, natürlich eigentlich der Einzige, der sich darum kümmert. Das ist etwa die Situation. Merci beaucoup. Richard Verly, vous êtes là pour... on va se tutoyer, hein, parce que autrement ça va faire trop bizarre. Tu es là pour le temps. Combien d'hommes, de femmes à Bruxelles? Alors, le temps n'est pas effectivement dans la même situation que le journal de Stéphane, puisque nous avons une prétention nationale, en tout cas supra-régionale. Du côté des forces, par contre, ça ressemble assez à ce que Stéphane vient d'expliquer, puisque d'abord, nous avons quelqu'un qui suit de très près les relations Suisse-Europe à partir de Berne, et il est au fond de cette salle, je voudrais le saluer, c'est Michel Guillaume. Michel, bravo à toi, il est là-bas, il est au fond, devant son écran. Voilà, Michel suit ces questions de très près avec également les autres collègues du bureau de Berne. Nous avons à Bruxelles, nous avions
dans le passé, et là peut-être il y a effectivement un élément préoccupant, nous avions un correspondant permanent, salarié, Éléonore Sulzer l'a été, Roland Crime qui travaille depuis de longues années maintenant pour la conférence des gouvernements cantonaux l'a été également. J'ai moi-même été en poste à Bruxelles. Ce poste a été un peu modifié puisque c'est maintenant une collaboratrice extérieure mais qui travaille très fréquemment pour nous, Solène Polic, qui est basée à Bruxelles. Donc nous avons une correspondante à Bruxelles. Et puis, dans mon cas, j'interviens plutôt sur les questions au moment des commentaires, éditoriaux, analyses. Je suis basé à Paris, comme vous le savez peut-être, depuis quelques années, mais je garde un œil vigilant et attentif aux questions Suisse-Union européenne. Donc on a au fond une sorte de triangle. Berne, qui bien évidemment suit la relation bilatérale à partir de la capitale fédérale, Bruxelles et Paris, et nous travaillons aussi au sein des rubriques, et nous sommes en train de monter une cellule Europe, d'essayer de remonter une cellule Europe au sein de la rédaction qui puisse coordonner les sujets européens entre les rubriques, puisque tu le sais bien Chantal, le propre des sujets européens, c'est qu'ils ne dépendent pas d'une seule rubrique. Des thèmes peuvent être économiques, des thèmes peuvent être scientifiques, c'est un sujet important, la recherche, on le sait ici, et d'où la nécessité de se coordonner entre rubriques. Merci beaucoup, Richard. Et j'ai oublié de dire que tu étais rédacteur en chef adjoint au Temps. Voilà. J'aimerais donner maintenant la parole à Janice Mavris, qui représente Suisse Info, qui est correspondant au Palais fédéral, je crois. Janice, comment ça se passe pour Suisse Info, qui joue un rôle vraiment très, très important, notamment pour les Suisses de l'étranger, mais quelles sont les forces à disposition pour traiter de ces dossiers européens? Ja, zunächst einmal auch von meiner Seite guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Die kurze Antwort ist eigentlich zwei. Die sehr kurze Antwort, das ist eine Kollegin und ich, die in der Redaktion sitzen in Bern im Ostring, die zuständig sind für das EU-Dossier sozusagen. Die längere Antwort ist, es sind schon ein bisschen mehr, und zwar sind wir als Swiss Info ja der internationale Kanal der SRG und haben dadurch natürlich auch Zugriff auf die ganzen SRG-Inhalte, die wir dann auch für uns kuratieren dürfen oder die wir auch einbauen dürfen. Also wir sind angehalten, viel multimedial zu arbeiten, und deswegen können wir oft Videobeiträge, Radiobeiträge und so weiter übernehmen von den Korrespondenten, den Kollegen, die in Brüssel sind. Und insofern haben wir da eine ziemlich gute Ausgangslage, würde ich mal sagen, was man einbauen kann. Wie gesagt, wir sind eigentlich nur zwei auf der Redaktion, und wenn man dann noch hinzunimmt, dass wir für andere Sachen auch noch zuständig sind, dann schwindet das ein bisschen. Aber vielleicht, um die Frage noch mal qualitativ zu beantworten, so oder so denke ich, es sind zu wenige. Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre un exemple récent dans l'actualité européenne pour illustrer, à mon sens, ce que je perçois comme un déficit de couverture de l'actualité de l'Union européenne. C'est le discours de Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union en septembre, qui était un grand discours programmatique. Je n'ai pas vu beaucoup d'articles dans la presse suisse sur ce sujet. Alors, je ne sais pas lequel des trois veut m'expliquer s'il a traité du sujet et, cas échéant, pourquoi il ne l'a pas fait ou comment il l'a fait. Qui veut commencer? Stéphane. Vielleicht muss ich etwas Grundsätzliches sagen zur Berichterstattung über Europa bei uns. Und das ist das Hauptproblem wahrscheinlich. Und das hat auch etwas mit der Digitalisierung zu tun. Früher hat man eine Zeitung gemacht und man hat eigentlich nicht gewusst, was haben die Leute gelesen. Heute sehen wir das online. Wir sehen, was wird nachgefragt, was wird geklickt, was gibt Abos. Das sind so die wichtigsten Währungen, die heute zählen, wenn man eine Zeitung macht. Und da sehen wir natürlich als regionale Zeitung, und die meisten Menschen in der Schweiz informieren sich nicht bei der NZZ, sondern bei einer regionalen Zeitung. Mit europäischen Themen erreichen wir nicht sehr viele Leute. Das ist das Problem. Die Einschaltquote ist nicht so hoch. Wir erreichen mehr Leute, wenn es einen Schweiz-Bezug hat. Ich habe gerade vorhin mit Remo darüber gesprochen, wie viele Texte bei uns haben einen Bezug bilateral, Schweiz, EU, und welche sind rein europäisch. Und er hat mir auch noch einmal meinen Eindruck bestätigt, die Anzahl Texte, die das schweizerisch-europäische Verhältnis thematisieren, nimmt laufend zu. Das wird immer wichtiger. Man fragt immer, gibt es einen Bezug zur Schweiz?
Kannst du das aus schweizerischer Sicht erklären, auch Konsumententhemen, Datenschutz zum Beispiel, Reisefreiheiten und so weiter? Also wenn es um rein europäische Angelegenheiten geht, und die Rede von Ursula von der Leyen war natürlich sehr europäisch, dann sinkt die Einschaltquote und wir Zeitungsmacherinnen und Zeitungsmacher haben natürlich zunehmend die Tendenz, solche Texte dann nicht mehr so prominent zu bringen, vielleicht kleiner, vielleicht unten in der Zeitung, online muss man runterscrollen, bis man sie überhaupt findet. Und das ist eine allgemeine Tendenz, die es für europäische und internationale Themen zunehmend schwer macht, wahrgenommen zu werden in der Schweiz. Janice, c'est aussi le problème pour vous, c'est que s'il n'y a pas un lien avec la Suisse, ben, vous n'en parlez pas sur Suisse Info, vous ne développez pas. Mais alors j'aimerais compléter la question. Les liens avec la Suisse, ben, on peut les faire parce que dans le discours sur l'état de l'Union, il y avait par exemple des annonces en termes de création d'une filière sur les microconducteurs, donc un thème pour l'économie. Ça peut être aussi comment est-ce que nous, les Suisses, on pourrait être partie prenante de ces chaînes de valeur. Donc le lien, si on veut, on le trouve. Mais est-ce que vous avez rendu compte de ce discours d'Ursula von der Leyen? Nein, das haben wir nicht. Und zwar ist bei uns eigentlich das Thema, das Stefan erzählt hat, ist bei uns sogar vom Mandat her gegeben, wir müssen einen Schweizbezug haben. Insofern kann man den natürlich irgendwie immer machen, aber es sollte dann nicht so künstlich sein, weil sonst wirkt es einfach nicht mehr glaubwürdig. Jetzt einzelne Themen, die bei uns wichtiger sind oder die bei uns besser laufen, haben natürlich immer mit der Zielgruppe zu tun. Und da unsere Zielgruppe zu einem großen Teil von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer besteht, muss natürlich das Thema auch für sie relevant sein. Und das ist eigentlich insofern noch relativ dankbar, weil die Auslandschweizer Community ist ziemlich groß und der größte Teil wohnt eigentlich in einem europäischen Land oder in der EU. Und hier kann man eigentlich immer einen Link finden, um ihn zu machen. Also weil sie dann natürlich auch direkt betroffen sind, und zwar sowohl von ihrer Herkunft her wie auch von ihrem Gastland, im Aufenthaltsland auf jeden Fall. Das Problem ist nur, welche Themen sind das? Und das Beispiel, das du gegeben hast, dass ein sehr technologisches Thema ist, das funktioniert nach unseren Klicks oder nach unseren Analysen auch weniger gut. Das sind viel mehr gesellschaftliche Themen, die das Leben direkt betreffen. Und da ist es eben oft so, dass man einen Zugang sucht, der auch ein bisschen leichter ist, damit man eben auch die Leute dabei abholen kann. Richard, est-ce que dans le temps, il y avait un article sur le discours de Ursula von der Leyen? Alors, j'ai vérifié parce que tu nous avais posé la question. Effectivement, on l'a traité. Donc, c'est un discours annuel pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, c'est un discours annuel où la présidente de la Commission ou le président de la Commission intervient devant le Parlement européen et c'est supposé être le discours programmatique de l'année, répondre aux grands enjeux. Donc, on l'a traité, mais alors, pour le coup, moi, je ne ferai pas de ça un critère de couverture ou non-couverture de l'Union européenne. Parce que, très franchement, il y a eu des discours sur l'état de l'Union qui étaient nuls. C'est une réalité. Ils étaient évidemment toujours marquants, ils contenaient toujours des éléments qu'on peut retenir, mais ce n'est pas parce que le président de la Commission va faire son rapport annuel devant le Parlement européen que nous, médias suisses d'un pays hors Union européenne, on a le devoir de le couvrir. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut bien évidemment écouter ce qui est dit. Donc, le devoir du correspondant, c'est ce jour-là, soit d'être devant son écran, soit d'être au Parlement européen, puisque vous savez que le Parlement européen, pendant de nombreux mois, a été fermé à cause de la crise du Covid, et d'ailleurs à Bruxelles, tout se faisait par écran. Donc ça, oui, suivre, c'est une chose, mais il y a quand même d'autres manières de suivre un discours sur l'état de l'Union. On peut, et on l'a fait aussi dans le temps, on peut s'interroger d'abord sur Ursula von der Leyen elle-même, c'est-à-dire ça peut être l'occasion de faire un portrait en situation de son bilan depuis qu'elle est arrivée à la tête de la Commission. Ça peut être l'occasion, tu l'as dit, de regarder des secteurs précis et de publier un reportage particulier. Et ça peut être aussi quand même l'occasion de s'interroger sur le Parlement européen, dont vous avez remarqué que quand même ces dernières années, il est devenu extrêmement discret, et à mon avis, c'est une difficulté. Je fais une insiste qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de demander, mais je vais oublier, cher Pascal, le Capodistria n'est malheureusement pas pour lui pas mort en Grèce, il est mort à Nauplie, assassiné
par le clan Mavromichalis, qui porte le même nom que notre ambassadeur qui est par ici. Pardonnez-moi de faire cette incise, mais comme j'ai consacré cet été dans le temps une série au philhellénisme, voilà, ça m'a marqué. Je pense qu'il aurait préféré mourir en Suisse et on aurait aussi sans doute préféré l'accueillir à son retour. Pardon. Merci Richard. Alors je vois qu'on a progressé dans la question sur voilà, comment parler d'Europe. Alors, le discours d'Ursula von der Leyen, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga, mais il était quand même très programmatique et il y avait beaucoup de choses intéressantes. Mais alors, je reprends la balle au bon, Richard. Si c'est pas ça, finalement, alors comment choisir, sur quels critères choisir les sujets européens? Je parle bien des sujets européens, de ce que font les Européens, et pas forcément seulement de la relation bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne. Quels sont les critères de choix du temps? Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit au sein de la rédaction, et ça fait partie des conversations qu'on a avec Michel et qu'on a toujours eu autant, moi j'ai toujours dit que le correspondant du temps à Bruxelles n'a pas vocation à être le correspondant de la relation bilatérale. Alors c'est peut-être quelque chose qui nous différencie, ça mérite qu'on en parle, mais moi je me suis toujours élevé contre cela, à savoir que bien évidemment la relation bilatérale doit être, je ne sais pas comment chiffrer, peut-être 50, 60% de son temps, mais le correspondant du temps, il a vocation à raconter l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, ce qu'elle fait. Il a vocation à l'observer, à la critiquer, mais il a aussi vocation à raconter ce qui se passe dans les capitales de l'Union européenne. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le syndrome où, quand on est à Bruxelles, on devient le correspondant de l'institution, en l'occurrence des institutions au pluriel, que sont le Conseil, le Parlement et la Commission. Donc voilà, moi je pense que raconter l'Europe dans un quotidien suisse généraliste à prétention nationale, c'est évidemment suivre le cas particulier de la Suisse, mais c'est regarder l'Europe pour les enjeux qui sont les siens, les défis qui sont les siens, les faiblesses qui sont les siennes. Et ça, il ne faut surtout pas rater cet angle-là parce que c'est notre devoir vis-à-vis de nos lecteurs suisses. Parce nous devons les informer d'autre chose que simplement les aléas d'une relation bilatérale dont, très franchement, j'ai l'impression, moi je suis arrivé à Bruxelles comme correspondant en octobre 2006, je suis à peu près sûr que si je reprenais mes articles de l'époque, avec 3 adjectifs différents et 3 verbes, je pourrais les republier, personne n'y verrait que du feu. Oh oui, c'est un petit peu déprimant. J'ai parfois aussi la même sensation. Stéphane, est-ce que vous avez des correspondants dans les capitales européennes? Est-ce que c'est possible pour un journal régional? Ja, absolut. Vielleicht habt ihr mich vorhin auch ein bisschen falsch verstanden, Richard. Bei uns ist ganz eindeutig, der Brüssel-Korrespondent hat natürlich auch die Aufgabe, europäische Themen anzusprechen, ganz klar. Und nicht nur die bilateralen Beziehungen. Ich wollte nur aufzeigen, dass das Leserinneninteresse, dass man digital sehr gut messen kann, uns eine Rückmeldung gibt, was die Leute interessiert. Und da sind die bilateralen Themen, wo es einen Schweizbezug hat, stärker vertreten als die rein europäischen. Deine Frage, Chantal, ja, wir haben in fast allen größeren europäischen Hauptstädten eigene Korrespondenten und Korrespondentinnen, zum Glück. Das hätten wir als St. Galler Tagblatt nicht geschafft, alleine. Mit dem Zusammenschluss mit anderen Schweizer Regionalzeitungen können wir uns das leisten. In Paris Stefan Brändle, in Berlin einen eigenen Mann, in Rom auch ein Schweizer, also nicht nur Deutsche. Beim Tagesanzeiger hat es ja dann recht viele Korrespondentinnen und Korrespondenten einfach von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben auch noch einige Schweizer. Ich finde das wichtig, weil es ja auch wirklich eine schweizerische Perspektive gibt, nicht nur auf das bilaterale Verhältnis, auch auf das spezifische Land, auf ganz Europa. Da sind wir eigentlich nicht so schlecht aufgestellt. Und wir geben uns Mühe, dass die Auslandberichterstattung nicht kleiner wird. Ich persönlich bin ein großer Anhänger davon. Ich versuche das zu pushen. Das sage ich als Chefredaktor einer Regionalzeitung. Aber die Zahlen, also die reine Macht des Faktischen, habe ich gegen mich. Die Leute interessiert das zum Teil nicht so stark. Sobald wir keinen Bezug zur Schweiz mehr haben, wird es schwierig. Janice, vous m'avez dit en préparant ce débat que ce que vous aimez bien aussi faire, c'est donner une perspective historique sur ces sujets européens, avoir cette longue durée, un peu comme Pascal Couchepin aussi ce matin. Pourquoi ce choix de mettre en perspective historique
cette thématique européenne? Das hat wahrscheinlich zuerst einmal mit persönlicher Präferenz zu tun. Ich habe auch Geschichte studiert und finde natürlich immer, es kann nie genug Geschichte erzählt werden. Ich finde aber auch, dass eine der Stärken der Europäischen Union liegt ja nicht in den Details, sondern in der großen Idee, die dahinter steckt. Eine Integration als Friedensprojekt, das auch in die Zukunft weisen soll. Und wenn man sich zu stark auf momentane Entwicklungen konzentriert, die Sachen dann zu sehr auf die einzelnen Personen fixiert und dann Geschichten erzählt, die aus einem Kontext oder aus einer Entwicklung hinaus gerissen werden, ergibt das einfach ein falsches Bild. Und deswegen bin ich der Meinung, und wir als Magazin, das keine News bietet, können uns das leisten, dass man ab und zu wieder einen Schritt zurück macht und dann einen Hintergrund zu bieten versucht, der auch das Ganze in einen Kontext hineingibt. Und ich finde, dieser Kontext muss historisch sein, er muss geschichtlich eingeordnet sein, weil gewisse Dinge einfach nicht aus der Aktualität hinaus erklärbar und verständlich sind. Alors, on va revenir maintenant quand même à la relation bilatérale Suisse-Union européenne. Alors, il y a un narratif, et Pascal Couchepin l'a rappelé quand même, il y a un narratif en Suisse qui est assez négatif. Hein. On pense toujours que l'Union européenne va imploser, qu'elle est en crise, qu'elle n'est pas à la hauteur, etc. Et est-ce que finalement c'est la tâche des journalistes de changer ça? Est-ce que c'est vraiment le boulot de la presse ou est-ce que c'est finalement le problème de l'Union européenne? Qui veut répondre? Richard. Alors, est-ce que c'est la tâche des journalistes de faire le narratif par définition? Oui, puisque par définition, c'est nous, en tout cas, c'est, j'allais dire, restreindre ça aux journalistes aujourd'hui, c'est peut-être une partie du problème, parce que le narratif, il est construit à partir des médias, mais il est construit aussi, on le sait, à partir des réseaux sociaux, à partir des opinions émises par les ONG, par exemple, par toutes les organisations de la société civile, par les think tanks, par les mouvements comme le mouvement européen. Donc le narratif, il n'est pas seulement le produit des articles dans les journaux. Et d'ailleurs, même on pourrait dire que sur certains sujets, les journaux comptent moins que d'autres émetteurs d'opinion aujourd'hui sur un sujet comme l'Union européenne. Donc, mais en revanche, les journalistes ont évidemment leur part dans ce narratif et leur part de responsabilité. Alors, dans ta question, il y a deux choses. Il y a le narratif sur l'Union européenne elle-même, cette construction présumée fausse ou présumée destinée à chuter un jour, comme l'évoquait tout à l'heure Pascal Couchepin. Alors là, nous avons une responsabilité qui est, je dirais, la responsabilité factuelle, c'est-à-dire de dire ce qu'elle fait, l'Union européenne, de dire où elle en est et de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et de ce point de vue-là, pour moi, je m'en tiendrai à ce narratif factuel. Notre devoir peut être, dans des commentaires, dans des analyses, de remettre les choses dans le contexte, mais par contre, les faits doivent prévaloir sur l'état de l'Union européenne aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas toujours, je dirais, porteurs d'espoir ou porteurs d'avenir. Ils peuvent aussi nourrir des interrogations. Sur la relation Suisse-Union européenne, alors je vais vous faire une anecdote, je vais vous donner une anecdote par contre qui à l'époque m'a beaucoup chagriné et dont je pense qu'elle était tout à fait justifiée. Quand je suis parti comme correspondant à Bruxelles, donc nommé en 2006, partant de la centrale de Genève, j'étais à l'époque responsable de la rubrique internationale, je suis nommé et je passe dans le bureau de quelqu'un que vous connaissez sans doute, il travaille maintenant pour l'administration du canton de Vaud, c'est François Maudou. François Maudou qui a beaucoup couvert les relations européennes chez nous. Et François m'a dit, tu sais que tu pars à Bruxelles et tu sais que quand même tu devras y être un correspondant patriote. Et ça m'a beaucoup énervé. Il se trouve que je suis franco-suisse, il se trouve que j'ai grandi en France parce que mon papa qui était suisse est décédé quand j'étais très jeune, donc j'ai suivi ma mère. Donc vous pouvez imaginer que ça a été quand même un peu dur d'entendre ça parce que j'étais présumé peut-être pas assez patriote. Eh bien, je pense avec le recul qu'il avait raison. Je pense qu'il avait raison de me dire ça. D'abord, c'était le rôle d'un rédacteur en chef qu'il était à l'époque. Et je pense que finalement, oui, il faut, à Bruxelles, quand on représente un pays qui n'est pas membre et qui est situé comme la Suisse, qui a l'histoire de la Suisse, on se doit d'avoir quelque part, non pas un réflexe, mais une conscience patriotique. Je le défends, ça ne veut pas du tout dire que ça doit altérer les articles,
pas du tout. Patriotisme ne veut pas dire qu'il doit être anti-européen, mais nous avons cette obligation de garder en tête ce qu'est la Suisse, les complications qui sont les siennes, la complexité qui est la sienne. Donc je défends cette idée d'un narratif, entre guillemets, patriote sur la relation Suisse-Union européenne. Stéphane, est-ce que vous avez donné la consigne à Remo-Ouest d'être patriote et de défendre les intérêts de la Suisse? Nein, also abgesehen davon, dass ich das auch nicht könnte, ich würde das auch nicht für gut befinden, wenn man so etwas machen täte. Ich bin aber doch der Meinung, vielleicht ein bisschen in der Nuance zu Richard, es ist nicht die Aufgabe der Journalisten, ein Narrativ zu prägen. Die Aufgabe der Presse ist, zu schreiben, was passiert, zu recherchieren, wo andere nicht weiter recherchieren, zu zeigen, was die Realität ist. In Kommentaren können wir dann schon schreiben, das finden wir gut und das finden wir schlecht, aus diesem und diesem Grund. Das Narrativ prägen ist fast nicht möglich. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Schweizer Journalisten, die über Europa schreiben, ein vorgefertigtes Narrativ hätten, das besonders negativ wäre. Natürlich vereinzelte immer. Die Mehrheit aber, denke ich, ist ziemlich offen, geht offen an das Thema heran. Nein, das große Problem ist, dass es in der Schweiz kein Narrativ gibt, das eine proeuropäische Dynamik entfalten könnte. Es ist unglaublich, ich erinnere mich, die St. Galler Bundesrätin Karin Keller-Sutter, ich kenne sie ziemlich gut, die sagt mir seit Jahren, ja, was sollen wir denn, das Rahmenabkommen, das ist nicht mehrheitsfähig, die Leute wollen das nicht. Aber die Aussage, und Pascal Couchepin hat es vorhin gesagt, der Bundesrat versteckt sich ja hinter solchen Aussagen. Er hätte eine Führungsaufgabe. Er könnte als Führungsgremium dieses Landes ein positiveres Narrativ auch prägen oder zumindest die großen Parteien, die einmal den bilateralen Weg geprägt haben, der Freisinn, die Sozialdemokraten, mit Abstrichen die CVP, leider ist ihr Präsident auch antieuropäisch, wie man jetzt wieder überall lesen konnte. Große Eloge auf die Schweiz, kein Wort zu Europa. Die SVP ist außen vor bei diesem Thema. Aber der Freisinn hat keine Orientierung mehr in dieser Frage, habe ich den Eindruck. Das kann Pascal Couchepin vielleicht bestätigen. Die SP ist völlig orientierungslos. Erik Nussbaumer ist der einzige weit und breit. Die schlägt jede Woche etwas anderes vor, der neue Parteichef. Die CVP, keine Ahnung, die Meinung geht weit auseinander. Die Grünliberalen sind zu klein, um das zu prägen. Es gibt kein positives Narrativ. Das ist nicht der Fehler der Journalisten und es ist auch nicht die Aufgabe der Journalisten. J'ai remarqué quand même que... Oui, je crois qu'on peut applaudir. Je pense qu'il y a une belle continuité d'explication entre Pascal Couchepin et Stéphane sur un des problèmes auxquels on fait face. Moi, ce que j'ai quand même observé, c'est que les correspondants à Bruxelles, parfois, font quand même un peu pratiquement du fact-checking sur le fonctionnement de l'Union européenne ou même sur l'historique du dossier entre la Suisse et l'Union européenne, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses fausses qui sont dites. Quand on voit aussi les commentaires, des fois en dessous des articles, donc est-ce que c'est aussi un travail que doit faire un peu le journaliste de mieux faire comprendre les mécanismes? Janice? Eine sehr schwierige Frage. Ich meine, Stefan hat es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Es gibt ja so eine Art diskursive Dissonanz. Man weiß ja gar nicht wirklich, was eigentlich auch diskutiert wurde. Das beste Beispiel war ja der Besuch von Bundesrat Cassis in Brüssel. Und von Bern heißt es, wir haben erste Punkte angesprochen und postwendend kam von Brüssel, dass man schon eine Roadmap definiert hat. Also was ist dann eigentlich genau der Punkt, der Stand der Dinge? Das ist ja für die Außenstehende ist es ja eigentlich völlig unmöglich hineinzuschauen. Wenn man nicht in Brüssel präsent ist, sowieso nicht, weil man auch die Hintergrundgeräusche nicht mitbekommt. Und von Bern aus ist es auch sehr schwierig, da reinzukommen, weil auch die Gespräche mit dem EDA immer schwieriger werden, respektive eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Man muss ja das alles direkt über die Kommunikationsstelle machen, die dann eigentlich nicht mehr antwortet, respektive nur noch so Allgemeinplätze gibt. Und wenn man irgendjemanden direkt anspricht, dann ist es sehr schwierig, konkrete Aussagen zu bekommen und zweitens heißt es dann sofort, darf auf keinen Fall benutzt werden. Also insofern, um vielleicht auch ein bisschen zurückzukommen auf die Frage nach dem Narrativ.
Ich glaube eben auch nicht, und als Vertreter der SRG sowieso nicht, dass es die Aufgabe der Medien ist, ein Narrativ zu etablieren. Aber es ist durchaus unsere Aufgabe, Narrative zu hinterfragen und Transparenz zu kreieren und zu fragen, ja, wer steht jetzt hinter diesen Narrativen? Warum stellt er die auf? Was ist sein Interesse? Was ist auch sein Gewinn? Und erst dann können sich auch die Leserinnen und Leser ein besseres Bild von der Situation machen. Und ich glaube, das ist eigentlich die große Herausforderung und das ist eigentlich auch das, was ich vielleicht ein bisschen vermisse im Schweizer Medienplatz, dass ein bisschen wie die Narrative zustande kommen, dass diese Mechanismen ein bisschen zu wenig konkret erfasst werden. Weil es auch besonders schwierig ist, muss man natürlich sagen. Aber ich denke, da wäre es gut, mehr Ressourcen reinzustecken. Stefan? Nur noch eine Ergänzung. Es gibt in St. Gallen momentan eine Ausstellung der Bodensee im Mittelalter. Und ich habe diese Ausstellung angeschaut und das war mir so auch nicht mehr bewusst. Es gab im Mittelalter ein Bündnis, Zürich, St. Gallen, Konstanz, Bregenz, rund um den See. Also anders gesagt, eine kleine europäische Union. Sie haben die Münzen sich gegenseitig anerkannt, fast ein bisschen Euro-vorgängermäßig. Also das sind von Jahrhunderte zurück ein einziges Wirtschaftsgebiet. Damals gab es die Nationalstaaten noch gar nicht. Auch Ostschweizer Regierungen, die das sehen, anstatt dass sie nichts sagen zu Europa oder einfach sagen, ja, ist schon wichtig, dass wir gute Handelsbeziehungen haben, könnten an solche auch historische Bilder anknüpfen. Eine St. Galler Regierung, die im Unterschied zum Beispiel zu Basel sich nicht geäußert hat zum Vertrag mit der EU, hätte sagen können, wir sind auch eine Vertreterin einer offenen Grenzregion. Österreich, Deutschland sind wichtige Handelspartner für uns, schon immer gewesen, schon vor 700 Jahren. Wir brauchen gute Beziehungen. Aber es gibt fast niemand, der so etwas versucht. Da fehlt, ich weiß nicht, woran das es liegt. Ich weiß es. Alors ça, je crois que c'est vraiment le point. C'est qu'il faut quand même un peu des ambassadeurs. Et vous avez dit, Stéphane, finalement, Madame Karine Keller-Souter, elle est très dubitative sur ce processus européen, sur l'intégration européenne. Et on se souvient quand même de Pascal Couchepin quand il était conseiller fédéral et la manière dont les conseillers fédéraux ont défendu les accords bilatéraux aussi en allant partout dans le pays expliquer le premier paquet, le deuxième paquet, Schengen, etc. Il y a tout un travail de pédagogie qui s'est fait. Et là, je crois qu'avec l'Union européenne, on a un double problème pour en parler. C'est que déjà, il faudrait des leaderships un peu charismatiques au niveau européen. Et le leadership, quand on doit changer de langue, on peut dire, par exemple, Macron, il est assez charismatique. Mais quand il passe je ne sais pas s'il parle allemand. Bon, il parle bien anglais. Je ne l'ai pas entendu parler italien hier à Rome au traité du Quirinal. Donc, voilà. Le charisme, c'est quand même difficile dans une autre langue. Et puis, chez nous, en Suisse, on a peu de politiciens charismatiques qui s'engagent avec un discours ou un narratif pro-européen, ou même déjà, disons, non hostile européen, hein, qui serait juste déjà factuellement correct. Richard, qu'est-ce que tu penses de cette... Si on reste sur la question du narratif et pour compléter ce que viennent de dire Giannis et Stéphane, d'abord il faut bien avoir conscience, je suis sûr qu'ici on en a conscience, que le narratif c'est une sorte de grande... Ça fonctionne par vague. Voilà, c'est la réalité. Aujourd'hui, la vague narrative qui marche sur l'Europe, c'est la vague eurosceptique. Ce n'est pas spécifique à la Suisse. C'est dans l'ensemble des pays européens, ce qui marche, c'est l'inquiétude, le doute autour de l'Union européenne. Alors, ça peut être le doute dans sa version la plus europhobe, ça peut être le doute eurosceptique, mais c'est ça qui marche. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas s'étonner si l'opinion suisse, elle est à l'unisson de l'opinion de beaucoup d'autres pays européens membres de l'Union européenne. Ensuite, je voudrais revenir sur ce que je disais. C'est très flatteur pour nous, journalistes, et pour les correspondants à Bruxelles comme Rémo, de penser qu'on est responsable du narratif sur l'Europe. Mais c'est faux. C'est faux. Nous ne sommes que des émetteurs d'une partie de l'opinion. Le narratif, il est construit
par les syndicats, on en sait quelque chose ici sur la relation bilatérale, il est construit par les fédérations d'entreprises, il est construit évidemment par les gouvernements et par les responsables politiques aux commandes, il est construit aussi par des ONG et heureusement par des mouvements comme le mouvement européen dont on peut se féliciter de l'initiative aujourd'hui. Donc les journalistes finalement ne sont qu'un maillon de cette chaîne, et si vous avez dans un pays donné, si vous n'avez pas une mobilisation, je dirais, générale de la cause européenne, eh bien, vous avez beaucoup de problèmes. Mais les personnalités, pour rejoindre ce que tu disais, Chantal, ça joue. Et moi, je pense que les personnalités politiques, et là c'est l'analogie avec Karine Keller-Sutter, prenez un pays comme la France, il se trouve que je suis correspondant à Paris, donc pardonnez-moi de parler de la France, mais Macron a nommé il y a quelques mois, il y a maintenant presque un an, puisque c'était en août de l'année dernière, il a nommé à la tête du secrétariat d'État, donc dans le système français, secrétariat d'État, c'est ministre adjoint, c'est sous-ministre, celui qui était avant son conseiller Europe, qui s'appelle Clément Beaune, qui est un garçon tout à fait astucieux, intelligent, qui en gros ne fait que de la com. Depuis un an, il ne fait que de la com pro-européenne, c'est-à-dire donner des interviews, intervenir, etc. Eh bien, ça marche. Il faut reconnaître que quand vous avez quelqu'un qui en plus est talentueux, parce que si vous voulez faire de la com, il vaut mieux prendre quelqu'un qui parle bien aux médias. Quand vous avez quelqu'un qui prend cette tâche à cœur, qui va au front, qui défend la cause européenne, eh bien petit à petit, vous pouvez mener une contre-offensive. Donc oui, les personnalités jouent un rôle, à condition que ce soit les bonnes personnalités aux bons endroits. On va arriver gentiment vers la fin de ce débat et comme on parlait d'Europe, évidemment on ne peut pas parler bien de l'Europe si l'Europe est comment dire, beaucoup critiquée, il y a une vague d'euroscepticisme, mais j'aimerais vous demander à tous les trois, est-ce que ce n'est pas en train de changer? Est-ce qu'avec le plan de relance européen, la manière dont l'Europe gère la crise Covid et surtout essaye de sortir, de gérer la sortie de crise et la relance économique, beaucoup mieux qu'à, par exemple, après la crise financière. Est-ce qu'on on va pas arriver à un moment où l'Europe va de nouveau faire un petit peu envie? Il y a aussi tous ces projets industriels, créer une filière pour les semi-conducteurs, rapatrier en Europe la production de biens, disons, stratégiques. Il y a aussi des réflexions. Est-ce que vous pensez qu'on est à la fin de cette vague eurosceptique aussi, parce que électoralement, hein, on l'a vu en Italie, on l'a vu en Allemagne. Finalement, c'est quand même d'autres partis qui sont au pouvoir que les eurosceptiques. Qui veut commencer? Stéphane, peut-être, qui, justement, avec l'expérience de Saint-Gall, s'y connecter avec l'Autriche et l'Allemagne. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich weiß auch, ich kann auch die Zukunft nicht vorhersagen, logischerweise. Ich glaube auch, in Deutschland haben wir jetzt eine sehr proeuropäische Regierung. Ich habe den Koalitionsvertrag natürlich nicht gelesen, aber alles, was darüber berichtet wird, deutet darauf hin. Scholz und seine Regierung möchte Europa voranbringen. Jemand hat, glaube ich, der Tagesanzeiger gestern geschrieben, schade für Macron, kommt ein bisschen spät. Er wollte das ja schon an der Sorbonne, hat er das ja schon verlangt. Draghi ist sicher auch ein Glücksfall für Europa, habe ich auch das Gefühl. Aber ich möchte mich nicht zu stark dazu äußern. Ich bin hier ein bisschen zu weit weg. Was die Schweiz anbelangt, schwierig vorherzusagen, was jetzt passieren wird. Ich glaube, unsere Position hat sich bereits verschlechtert gegenüber Mai. Die Rechnung wird immer gesalzener, es wird immer teurer, um noch einen Akkord zu finden mit Europa. Erik Nussbaumer hat es nicht gesagt. Der EWR ist nicht gleich vorteilhaft wie das Rahmenabkommen, wo die EU doch 2, 3 Konzessionen gegenüber der Schweiz gemacht hat, die es beim EWR so meines Wissens nicht mehr gibt. Ich bin sehr gespannt, was mit der öffentlichen Meinung in der Schweiz passiert. Hängt wiederum nicht nur von uns Journalisten ab, sondern stark auch von der Politik. Machen wir jetzt den Igel und diese
Kommunikationsstrategie, die Pascal Couchepin erwähnt hat, auf Augenhöhe. Wir versuchen ja ein bisschen gegen die EU zu kämpfen. Das kommt nicht gut, davon bin ich überzeugt. Oder setzt sich in der Schweiz die Einsicht durch, dass wir eine Lösung brauchen, dass es so nicht weitergehen kann? Wir werden jeden Monat, der jetzt verstreicht, sehen, dass das keine gute Situation ist. Und ich glaube, die Schweizerinnen und Schweizer sind ein pragmatisches Volk. Wir sind nicht per se euroskeptisch und anti-europäisch. Das sind wir nicht. Das stimmt so einfach nicht. Das sagt die SVP. Aber darauf sollten wir nicht hereinfallen. Die Schweizerinnen und Schweizer sind pragmatisch, sonst hätten sie der Personenfreizügigkeit und den bilateralen Verträgen nicht zugestimmt. Wir wollen auch Geld verdienen. Das ist uns wichtig. Und es gibt ein schönes Büchlein von Thomas Gauthier und André Hollenstein. Herrn Gauthier habe ich gesehen hier im Saal. Die Geschichte der Schweiz ist geprägt nicht von Widerstand oder Anpassung, sondern es ist eben beides. Das Land hat es geschafft, sich mit den europäischen Machtverhältnissen zu arrangieren. Und im Moment sind wir in einer Phase, wo wir so ein bisschen trötzelig, sagt man auf Schweizerdeutsch. Wir Widerstand leisten, haben das Gefühl, wir haben das nicht nötig. Aber die Stärke der Schweiz ist, dass sie immer einen Weg gefunden hat. Und ich glaube, das wird die Debatte in der Schweiz, dass das in diese Richtung gehen muss. Aber das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit und unsere Situation wird sich bis dann nicht unbedingt verbessern. Janice, est-ce que vous pensez aussi que le pragmatisme va l'emporter finalement sur cette vision eurosceptique, eurocritique? Ja, wir haben jetzt viel über die Schweiz gesprochen und auch über Westeuropa. Ich würde jetzt gerne ein Beispiel geben, ein bisschen aus der Peripherie, um die Antwort darauf vorzubereiten. Und zwar habe ich eine Zeit lang in Griechenland gelebt, unter anderem als die schlimmen Jahre mit der Finanzkrise da waren. Und da hatte ja die EU einen sehr schweren Stand im Land. Die Zustimmungswerte waren für Griechenland, das traditionell immer sehr pro EU war, waren extrem tief. Es gab sehr viel Hass, der auch medial ausgeteilt wurde. Dieser Hass verfing sich dann vor allem, und das ist auch wieder so ein Medienmechanismus, verfing sich dann auf einzelne Personen wie eben Schäuble oder Merkel, die so in eine David gegen Goliath-Situation hineingepresst wurden. Und vor allem das dritte Maßnahmenpaket wurde dann als ganz klare Bestrafungsaktion gegen die aufmüpfigen linken Griechen dargestellt. Und das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her und mittlerweile muss man sagen, ist das Bild von Deutschland immer noch ganz schlecht in Griechenland, aber das Bild der EU interessanterweise nicht mehr. Also wenn man wieder ein bisschen Statistiken anschaut, was die Präferenz der Leute sind oder auf jeden Fall ihre Sympathien, dann hat die EU in den letzten 2-3 Jahren massiv wieder an Sympathien gewonnen und das hat einerseits, würde ich sagen, auch mit der schnellen Reaktion auf die Pandemie zu tun. Aber es hat auch andererseits damit zu tun, dass sich wieder eine Art Normalisierung eingependelt hat. Ich meine, es ist einfach so, die Zustimmung zu der EU kommt halt immer in Wellen. Es gibt Krisen und dann geht es wieder gut. Und ich finde, in dieser Situation, also ich bin jetzt natürlich auch, ich möchte jetzt auch keine Prognosen wagen, aber ich bin eher optimistisch, würde ich mal sagen, dass die Akzeptanz und auch die Sympathien trotz Minderheiten, die sehr laut dagegen schreien, eigentlich gar nicht so schlecht sind. Und das gilt sowohl für die EU, das gilt aber auch für die Schweiz. Merci Richard. Alors on prend un pari là. Bon, maintenant, manifestement, on a un gouvernement allemand et dans un programme très pro-européen. Il l'écrit dans son contrat de coalition. Il veut agir dans un cadre européen. On a Draghi qui tient la maison à Rome. Et puis, on a quand même un Macron qui a de bonnes chances de se faire réélire. Non, on reste dans un débat européen, on ne fait pas la présidentielle. Est-ce qu'on va avoir une Europe comme ça qui a repris des muscles et qui, voilà, avec les plans de relance, Next Generation EU, est-ce que, voilà, on va arriver à un autre narratif? Alors, moi, je ne crois pas du tout que le narratif va changer à cause du plan de relance. Absolument pas. D'abord parce que quand même, ayons en tête les chiffres. Un plan de relance de 750 milliards, on n'est quand même pas dans des chiffres, je dirais, astronomiques qui montreraient une volonté européenne absolue. On est quand même face à un plan qui a été âprement négocié et où un certain nombre de pays ont déjà dit, et ils ne manqueront pas de le faire savoir, que l'histoire de l'emprunt communautaire, puisque c'est un emprunt à plusieurs pour financer une partie de ce plan, ne sera pas répétée. Alors on verra ce que l'histoire dira, mais
je dirais, ce plan, moi, je trouve qu'il est évidemment bienvenu. Il va falloir quand même voir comment l'argent est dépensé, parce que l'un des problèmes de l'Union européenne, je suis désolé, c'est qu'elle s'est déboursée, mais rarement contrôlée. Tout le monde le sait, il faut quand même... voilà. Et je pense que les pays dits frugaux, vous vous souvenez de ce mot qui a été accolé notamment aux Néerlandais et aux pays nordiques dans la discussion du plan de relance, les pays frugaux avaient raison. Ils avaient raison de poser les questions qu'ils posent. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison de s'opposer au plan. Là, je pense qu'ils avaient tort. Mais les questions qu'ils posaient étaient bonnes. Et ces questions, elles vont revenir. Donc, dans ce que tu dis, Chantal, moi, il y a un élément qui m'inquiète. C'est que si la relance de l'Union européenne doit venir d'une concordance favorable de 3 capitales présumées importantes, c'est-à-dire, et elles le sont, Paris, Berlin, Rome, je crois que ça ne va pas marcher. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, elle est à 27. Et les 24 autres, ils n'entendent pas abandonner la table pour se laisser guider par les 3 là que tu viens de citer, c'est-à-dire l'Italie, la France et l'Allemagne. Donc, il faut qu'il y ait un consensus, je dirais au moins, puisqu'il y en a 27, au moins à 15. S'il n'y a pas de consensus vraiment pour avancer dans une direction qui comporte la moitié des pays membres de l'Union européenne, ça ne va pas nécessairement marcher. Après, il y a l'autre question que tu soulèves, qui est celle du leadership. Alors là, ça, c'est autre chose. Parce que le leadership, effectivement, il en faut. Et le leadership, c'est quoi? C'est l'autorité et le charisme. C'est-à-dire, l'autorité, on peut dire que c'est Draghi qui l'a, typiquement. Le charisme, il est éventuellement du côté de Macron et on verra ce que Scholz fait. Donc, moi, je pense qu'on est à un moment où potentiellement, et c'est le titre que j'ai utilisé dans un livre que j'ai récemment écrit, les étoiles peuvent être rallumées. Donc, rallumer les étoiles, c'est possible, mais ce n'est pas en rallumant 3 étoiles qu'on va rallumer l'ensemble des étoiles du drapeau européen. Merci beaucoup, Richard. Merci à Stéphane et Giannis aussi. Voilà, j'espère qu'on aura en tout cas de bonnes bases pour un nouveau narratif et il nous faut aussi quelques ambassadrices ou ambassadeurs. Juste, pardon, un point que j'ai omis. Moi, je suis sidéré, parce qu'on parle de narratif, et là, peut-être, j'aimerais beaucoup savoir ce que... pardon, ça me vient maintenant à l'esprit. On se tourne toujours vers les journalistes. Mais les universités, les académiques, ceux qui ont en charge la responsabilité des formations de nos futures élites. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi dans ce pays, les universités sont tellement silencieuses sur la question européenne? J'aimerais comprendre, parce qu'il y a une nécessité des académiques de prendre le sujet européen. Et c'est assez terrifiant parce que ce silence des universités, il vaut pas seulement pour la Suisse, il vaut pour beaucoup de pays européens où, au fond, les universités qui sont quand même le creuset des élites de demain, elles prennent l'argent de l'Europe. Et quand la Suisse le remplace, on prend l'argent de la Confédération à la place de celui de l'Europe. Et ensuite, on retourne à ces petites affaires et on oublie de militer pour la cause européenne. Donc moi, j'envoie la question aux académiques, aux universitaires qui adorent qu'on les interviewe. Prenez vos responsabilités sur le sujet de la question européenne. D'accord. Est-ce que j'ai vu une main se lever? Oui. Alors, si on peut amener un micro, puis ça sera la conclusion. Juste ici. Il me semble que les académiques font quand même 1 ou 2 choses et on aura Astrid Épinay cet après-midi. Bonjour messieurs, mesdames, bonjour Chantal. Alors, peu d'entre vous me connaissent. Éric Paulus, professeur des hautes écoles. Enfin, j'ai pris une pré-retraite pour me consacrer à mes engagements citoyens et civiques, suisses, européens et bien d'autres, bien entendu. Concernant les universités, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas un grade me permettant de me prononcer ou un engagement me permettant de me prononcer pour les autorités académiques suisses, mais il est une réalité lorsqu'on est professeur, chercheur dans les hautes écoles et les universités suisses, et là je rejoins effectivement Monsieur Verly, c'est qu'il n'y a pas de discours européen chez nos professeurs et nos scientifiques. C'est une réalité et il faut en être bien conscient. C'est une réalité qui, par ailleurs,
énerve profondément nos homologues académiques européens. J'ai l'occasion de faire des contacts par Zoom dans les sociétés dans lesquelles je suis inscrit sur le plan européen, et régulièrement mes collègues européens me disent: mais qu'est-ce que vous faites, vous, les chercheurs et les professeurs ici en Suisse, à vouloir effectivement participer au programme de recherche, mais en même temps sans avoir une seule idée de la construction européenne et puis de la comment dire ça, de la réalité chez nous, qui est de participer en tant que chercheur et académicien à la construction d'une plateforme européenne continentale. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je voulais réagir à ce qui se disait là. Ça, c'est une première chose. Et c'est une réalité. Je peux vous dire, mes collègues des sociétés académiques nous disent: mais finalement, vous êtes un peu hypocrite ici en Suisse, vous, les chercheurs suisses, sur le plan des relations européennes. Au fond, ce que vous cherchez, c'est faire connaître vos égos académiques, votre manière de vouloir vous montrer que vous êtes des bons chercheurs, mais l'Europe, ça ne fait pas partie de votre imaginaire. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, je vais essayer de faire court, c'est quand même dans le discours de M. Verly, et puis parmi les autres journalistes, il y a une chose qui m'a particulièrement frappé. Je suis citoyen vaudois, né à Bruxelles, titulaire d'un passeport au fond de Savigny, la commune qui m'a adopté, de la région, enfin du canton de Vaud, de la Suisse, puisque je suis un confédéré, et je suis aussi un citoyen européen. J'ai 4 passeports. Est-il possible, et là au fond la question je la renvoie dans le débat, est-il possible d'être un patriote suisse et européen en même temps? En ce qui me concerne, je connais les réponses, c'est oui. Voilà. Voilà, merci beaucoup Eric. Je vous propose encore d'applaudir nos 3 débatteurs. Et puis, oui, je crois qu'on peut être... je pense qu'ici, pour la plupart, nous sommes tous des patriotes suisses et européens. Mais je rends le micro parce qu'autrement, on va faire exploser l'horaire. Merci à vous.